Bienvenue à tous et bonjour. Donc, nous sommes aujourd'hui sur cette visioconférence sur le financement de l'adaptation du domicile. On a la chance aujourd'hui d'avoir avec nous la structure Adaptia et la structure Imago. Donc, Adaptia, c'est Constance Leblanc et Imago, Valérie, qui vont pouvoir être présentes pour nous présenter le financement de l'adaptation du logement. Donc, sur cette présentation, donc, je vous présente un petit peu qui sommes-nous. Donc je suis, moi de mon côté, Gwendoline Cautrez. J'ai créé une structure qui s'appelle Movadom, ça fait maintenant 8 ans et je propose des visioconférences pour les retraités gratuites chaque semaine le jeudi matin à 10h30. Donc ça, c'est depuis le confinement. Donc des visioconférences sur le thème du logement. Alors soit l'adaptation du logement, soit le tri dans son logement. Certains ont déjà été initiés au tri depuis quelques semaines. Et puis aussi les différents logements seniors, les changements de domicile. Donc voilà, moi c'est vraiment le thème du logement pour les retraités. Et je peux aussi vous proposer de réaliser dans votre commune des conférences. Alors nous avons la chance d'être financés notamment pour cette visioconférence par plusieurs territoires, notamment les Hauts-de-Seine, le Val d'Oise, l'Essonne, l'Allier. Et tout cela grâce à la conférence des financeurs et la CNSA. Et vous pouvez gratuitement vous inscrire sur la liste sur movadom.com pour avoir accès à nos visioconférences. Donc, il y a un lien pour s'inscrire. Et les replays, donc je vous en parlais tout à l'heure, sont sur le site go.movadom.com/replay. Donc si vous cliquez sur ce lien, vous aurez accès à tous nos replays. Donc c'est un lien vers notre chaîne YouTube. Donc voilà, on a aujourd'hui la chance d'avoir également Valérie Morin, qui est assistante sociale libérale, qui a fondé le cabinet Imago. Vous avez ses coordonnées téléphoniques et son mail qui s'affiche. C'est Valérie qui va aujourd'hui nous expliquer comment financer l'adaptation de son domicile. Et puis, nous avons également Constance Leblanc, qui est cofondatrice avec Charlotte Leblanc de la structure Adaptia. Donc, Constance est ergothérapeute et organise des visites à domicile, des essais aussi de matériel technique pour l'adaptation du logement, et suit aussi également les préconisations qu'elle peut faire dans son métier d'ergothérapeute. Et Pascal Massias gère l'agence Movadom Allier. Il propose des conférences seniors sur l'Allier et de l'accompagnement individuel au déménagement dans l'Allier. Donc vous avez toutes nos coordonnées, les mails, même numéro de téléphone de Valérie. Donc n'hésitez surtout pas à nous contacter en cas de besoin. Et je vais maintenant laisser la parole à Constance. Donc je te laisse prendre. Alors, Constance, je pense que ton micro est désactivé, donc il faudrait le réactiver. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? C'est bon? C'est bon, c'est tout bon. D'accord, parfait. Alors, donc moi, je vais vous faire rapidement une petite présentation de l'ergothérapie. Alors, par contre, on est revenu en arrière sur la présentation. On est sur la slide là de présentation la numéro 2. Alors, je sais pas. Alors, moi, je suis sur la 4 sur mon écran. Là, je viens de passer sur la 3. Ouais, donc c'est bon. C'est bon. Et là, je passe la 4. C'est tout bon, parfait. Ok, parfait. Donc, l'ergothérapie, qu'est-ce que c'est? Donc, un ergothérapeute, c'est un professionnel paramédical qui a pour but d'aider la personne à, alors, est-ce que je vais réussir? Voilà, à conserver et à retrouver son autonomie dans les actes de la vie quotidienne. Le concept de l'ergothérapeute, c'est que c'est un professionnel qui a une approche globale de la perte d'autonomie et de l'évolution de la pathologie ou en tout cas des incapacités. Il est formé au handicap, à l'habitat, à la perte d'autonomie, ce qui permet du coup d'avoir une connaissance des maladies et des évolutions pour pouvoir faire des préconisations qui sont à long terme, ce qui est important que ça soit adapté dans le temps. Donc c'est un professionnel qui intervient sur le lieu de vie, qui permet donc de personnaliser l'aménagement en fonction donc de la personne et de son environnement.
d'une personne à une autre, les aménagements ne vont pas être les mêmes. Donc, ce qui est important, c'est que pour rester chez soi, donc, il faut tout d'abord avoir la santé qui le permet, mais il faut aussi que son environnement soit adapté. C'est là où l'ergothérapeute peut vous aider à trouver des idées, des solutions pour pouvoir adapter votre environnement et que vous soyez en sécurité dans votre domicile. Donc, sécurité, adapté, c'est la priorité. Et donc, pour ça, on va faire le lien avec Valérie, parce que qui dit adaptation, dit mise en place d'aides techniques ou d'aménagement, et cela peut avoir un coût financier. Donc, je pense que la présentation qui va suivre va intéresser beaucoup de monde. Merci beaucoup, Constance. Donc, effectivement, on va laisser maintenant Valérie reprendre la main sur cette visioconférence. Donc, si tu peux, Valérie, effectivement, reprendre le contrôle et puis allumer ton micro, ça serait parfait. Bonjour à tous. Super, on t'entend très bien. Donc, je suis Valérie Morin, je suis assistante sociale diplômée d'État depuis plus de 20 ans. J'ai eu l'opportunité de travailler auprès de pas mal d'institutions, et notamment des institutions de santé, des associations. Et donc, j'ai fondé il y a à peu près 1 an et demi un cabinet qui s'appelle le cabinet Imago et qui est un cabinet en conseil et accompagnement social qui peut être dédié notamment aux entreprises et donc plus particulièrement aux salariés de ces entreprises, mais également auprès des particuliers. Donc, ça veut dire que tout un chacun peut être susceptible de me solliciter pour une ou des difficultés ponctuelles ou chroniques qu'ils peuvent rencontrer dans leur quotidien. Donc, le rôle et mission d'une assistante sociale, son cœur de métier, c'est l'accompagnement social. Et donc, son rôle et mission, c'est, à travers cet accompagnement, consolider et évidemment restaurer le lien social. Alors, le lien social, c'est toujours un peu complexe, mais globalement, c'est le lien qu'il y a entre chacun d'entre nous, le lien qu'on a avec l'autre, mais le lien qu'on a aussi avec l'ensemble de la communauté. Que ce soit la communauté qui fasse société ou la communauté d'entreprise. Donc là où se fragilise ce lien, moi je viens essayer de le consolider et de le restaurer, évidemment, en accompagnant les personnes qui sont concernées, soit parce qu'il y a une perte d'emploi, une problématique de santé, une problématique budgétaire, ou bien une problématique de dépendance, handicap. Donc ça se concrétise évidemment par le fait de mettre en place des actions très concrètes, ce qui implique d'avoir une bonne connaissance de la situation. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon l'écoute psychosociale. Donc, on évalue vos besoins, on évalue la situation, le contexte dans lequel chaque personne se situe, et puis d'avoir évidemment une bonne connaissance des dispositifs sociaux et financiers, puisque la mise en action, forcément, ça nous amène à entamer des démarches pour permettre la résolution de ces difficultés. Voilà, donc l'accompagnement social, comme vous l'aurez peut-être déjà saisi, il peut être global, c'est-à-dire être transversal à plusieurs champs, le logement, la famille, le budget, la dépendance et le handicap, comme il peut être extrêmement spécifique, donc porté sur un point particulier. Et en règle générale, quand on fait de l'accompagnement social, on travaille surtout en pluridisciplinarité. C'est-à-dire que moi, je ne travaille pas seule, je travaille en collaboration, alors avec Adaptia par exemple, mais avec d'autres compétences qui peuvent être plus spécifiques et plus ciblées. Donc là, aujourd'hui, je vais vous parler plus particulièrement des dispositifs donc, de prise en charge concernant l'adaptation du domicile. Et donc, vous dire déjà en préambule que les dispositifs qui existent sont quand même très riches, qu'il en existe plusieurs, qu'ils sont plus ou moins institutionnalisés. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est rendu compte depuis déjà pas mal d'années que les prestations d'aide à domicile sont de plus en plus externalisées à la prestation de soins. C'est-à-dire qu'on est quand même de plus en plus sur des prises en charge ambulatoires, des prises en charge à domicile, ce qui a développé un panel d'offres et de prestations dans le maintien à domicile des personnes qui en ont besoin. Et que donc, ce panel d'offres et de prestations, c'est de plus en plus diversifié et donc forcément, les prises en charge le sont tout autant. Les prestations, elles, se présentent, on va dire, sur deux grands axes majeurs. Évidemment, il y en a d'autres, mais principalement l'aide humaine et l'aide technique.
Donc, comme je vous le disais à l'instant, les dispositifs sont multiples. Ils peuvent prendre diverses formes, des aides, des subventions ou bien des prêts. Certains se cumulent et d'autres pas. Donc, il y a des dispositifs institutionnels qui ne se cumulent pas entre eux et d'autres, par contre, qui effectivement peuvent le faire. Donc, on va aborder tout ça ensemble. Le premier dispositif que je vous propose d'évoquer, c'est celui de la MDPH. Donc, la MDPH, c'est la Maison départementale des personnes handicapées, qui évidemment est une grande maison, qui est autant dédiée aux adultes qu'aux mineurs, avec des dispositifs qui sont aussi très complexes, mais très variés, donc très diversifiés. À chaque situation, un dispositif particulier. Et au sein de la MDPH, il y a donc une branche qui s'appelle la PCH, qui est une prestation compensatrice du handicap, et qui va permettre justement de cibler tout ce qui est de l'ordre de l'adaptation du logement. Alors, c'est principalement dédié donc aux personnes qui ont moins de 60 ans, sauf si ces personnes ont une validité déclarée avant cet âge. C'est-à-dire que si cette invalidité est déclarée et reconnue par la MDPH avant 60 ans, il est possible de solliciter la PCH après 60 ans. Ou si les personnes de plus de 60 ans sont en activité après cet âge. Valérie, je me permets juste de te couper. On ne voit pas ta caméra. Je ne sais pas si tu l'as activée ou s'il y a un souci peut-être. Ok. Hop, je l'active. Super, voilà, vous allez pouvoir voir Valérie. Parce qu'effectivement, on me disait dans les conversations qu'on ne te voyait pas. D'accord. Merci. Désolée de ce contretemps technique. Il y a des outils que je maîtrise et d'autres un peu moins. Il n'y a pas de souci. Donc la PCH, pourquoi? Donc la PCH se cible essentiellement sur, là aussi, deux critères bien spécifiques, c'est-à-dire qu'il faut au moins rencontrer 2 difficultés graves dans la réalisation des actes de la vie quotidienne, définitivement ou à moyen terme d'ailleurs. Exemple, ne plus être en capacité de pouvoir se mobiliser, marcher, avoir des difficultés aussi pour se laver, donc tout ce qui aide à la toilette, s'orienter, se repérer et également s'exprimer. Ça reste voilà, les 2 difficultés, enfin le champ des difficultés graves. Comment ça se concrétise exactement? Donc un dossier MDPH comporte 2 volets, un volet administratif et un volet médical. Donc le volet médical qui peut être rempli par soit votre médecin traitant, soit un médecin spécialiste qui prend en charge une problématique de santé ciblée. Le dossier, lui, est envoyé donc évidemment à la MDPH qui l'enregistre et puis le passe en commission qu'on appelle la CDAPH pour validation. Une fois que le dossier est validé, et malheureusement le délai de traitement de ces dossiers sont quand même relativement longs, en règle générale, selon les départements, ça se compte quand même en mois. Mais voilà, il y a des départements sur lesquels on peut compter à peu près 4-5 mois de délai et puis d'autres un petit peu plus. Valérie, je me Oui. permets de te couper là-dessus. Est-ce que, donc tu nous disais tout à l'heure que cette aide de la MDPH, c'est une aide qui est cumulable avec d'autres aides. C'est bien le cas? Si on a, Alors, par exemple, non, pas celle-ci. pas celle-ci, d'accord. Non, pas celle-ci. La MDPH, elle n'est pas. Enfin, d'ailleurs, je vais vous je vais vous présenter les autres dispositifs. En règle générale, la PCH, elle, n'est pas cumulable, par exemple, avec une aide du Conseil général, ni avec une aide de caisse de retraite. D'accord, très bien. Ok, merci beaucoup. Donc, après validation, il y a un accord qui est envoyé donc, à la DASES et c'est la DASES qui, elle, verse l'aide à la PCH. En règle générale, les aides de la MDPH ne sont pas versées par la MDPH. La MDPH est un organisme qui enregistre une demande, la traite, éventuellement qui peut être aussi référent sur certains dispositifs, mais ce n'est pas la MDPH qui finance. D'accord, très bien.
Une autre institution qui peut intervenir aussi dans l'adaptation du logement, c'est évidemment le Conseil général. C'est un dispositif que les travailleurs sociaux sont souvent amenés à solliciter. C'est donc le dispositif de l'APA, qui est l'allocation personnalisée d'autonomie. Donc, alors, je ne l'ai pas spécifié tout à l'heure sur la PCH, mais au même titre que la PCH, l'APA porte tant sur l'aide humaine que sur l'aide technique. Elle peut porter aussi sur l'aide au transport et évidemment sur les travaux d'aménagement du domicile. Donc, ça concerne les personnes qui ont plus de 60 ans et qui ont un GIR entre 1 et 4. Alors, je vais essayer d'être le plus clair possible sur la question du GIR. Le GIR, c'est ce qui va déterminer, on va dire, la perte d'autonomie d'une personne. Ce GIR est classifié entre 1 et 6. Les personnes qui sont définies comme appartenant à un GIR 5 et 6 ont ce qu'on appelle une petite perte d'autonomie qui, en général, est plutôt définie comme une perte d'autonomie ponctuelle. Toutes les personnes qui sont entre le GIR 1 et 4 ont une perte d'autonomie qui, elle, par contre, va s'inscrire dans le temps et qui peut s'accentuer. C'est-à-dire GIR 5, GIR 6, vous aurez compris que là, pour le coup, la perte d'autonomie est faible. Donc, plus on va avancer dans le GIR 1, GIR 2, là, on a une perte d'autonomie qui est beaucoup plus importante. Et autant sur le plan physique que sur le plan psychologique. Valérie, j'ai une question de Laurence qui est bailleur et qui me dit que la CNAF verse une aide pour les adaptations du domicile pour les locataires directement au bailleur. Est-ce que tu penses que cette aide versée au bailleur peut se cumuler avec l'aide de la MDPH? Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà rencontré peut-être ou... Alors, la CNAF, si elle verse cette aide, j'imagine que c'est dans le cadre de la prestation Bien vieillir. Mais en règle générale, ce genre de prestation ne se cumule pas avec la MDPH. D'accord. Ça peut se cumuler avec un autre dispositif, qui est celui de l'ANA, mais pas avec la MDPH. D'accord, ok, très bien. Et j'ai une autre question de Ribérol. Quelle différence tu fais entre ressources et revenus? Parce que c'est vrai que tu nous mets sans condition de ressources, mais en fonction des revenus. Donc, est-ce que tu pourrais nous préciser cette partie ressources qui est peut-être... Oui, alors en fait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas... toute personne, quelles que soient les ressources qu'elle a, peut prétendre et peut demander un dossier d'APA. D'accord. Par contre, en fonction des revenus, c'est parce que l'APA va se définir sur 2 critères. Le premier, c'est évidemment le critère médical. Et en fonction donc, du degré de dépendance de la personne, qu'elle soit GIR 1, GIR 2, GIR 3 ou GIR 4, elle ne va pas nécessiter le même type de prestation, le même type d'intervention. Enfin, voilà. Donc, on va déterminer, en fait, en fonction de ça, quelles vont être les prestations et les aides auxquelles elle peut prétendre, et en fonction de ses revenus, déterminer quel va être son taux de participation. D'accord, très bien. Donc, il n'y a pas de limitation, c'est-à-dire que les personnes ne sont pas plafonnées, mais par contre, effectivement, il y a des conditions de ressources, enfin, en fonction des revenus. Oui, si une personne gagne peut-être 5 000 € par mois, 5 000 € de retraite, bon, on imagine, voilà. Le montant de l'aide ne sera pas le même. Voilà, elle aura une plus petite aide, mais elle a le droit de demander quand même l'APA. C'est pas, voilà, c'est quelque chose de possible. Oui. Super, c'est très clair. Merci Valérie. Comment? Donc là, pareil, comme pour le dossier de la MDPH, c'est donc un dossier qui comporte 2 volets, un premier volet administratif et un deuxième volet médical, qui là, pareil, peut être rempli soit par votre médecin traitant, soit par un médecin hospitalier ou un spécialiste. Donc, le dossier complet est renvoyé à l'APA qui enregistre le dossier. Et puis, il y a une proposition de rendez-vous à domicile, donc avec généralement une équipe médico-sociale. Donc, il y a soit une infirmière, soit un médecin et un travailleur social qui se déplace au domicile de la personne. Donc, la personne doit y être au domicile, ce qui exclut
pour le coup, enfin en tout cas, le cadre de l'hospitalisation, c'est-à-dire qu'on doit attendre que la personne soit sortie de l'hospitalisation. Donc il y a une visite à domicile qui est faite avec une évaluation du plan d'aide qui est initialement proposée, avec vérifier sa véracité. Et puis ensuite, il y a une validation par une commission au sein de l'APA qui renvoie donc cette proposition du plan d'aide que la personne doit signer, et puis ensuite ça se met en place. Donc dans la proposition du plan d'aide, tous les points sont repris de façon très concrète sur tout ce qui a été ciblé et identifié comme étant un besoin de la personne qui sollicite l'APA. Donc ça peut être contesté aussi, hein. S'il y a des choses qui sont évoquées dans le plan mais qui ne sont pas, voilà, qui ne conviennent pas, ça peut être contesté. Un autre dispositif qui existe, donc c'est celui évidemment de l'assurance retraite, donc de la CNAV, qui est la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Donc il y a deux dispositifs qui existent auprès de la CNAV. Le premier qui est celui de l'ARDH, qui est l'allocation de retour d'hospitalisation, donc qu'on sollicite en règle générale au moment de l'hospitalisation et à la veille de la sortie. Donc ça concerne des personnes qui sont retraitées de plus de 55 ans, avisées donc de sortie d'hospitalisation, qui elles, à contrario par rapport à l'APA, ont un GIR 5 et 6, et qui là aussi, est soumis par contre à condition de ressources. L'ARDH peut intervenir sur de petits travaux, donc barre de soutien dans la salle de bain, les toilettes, téléalarme. Ce sont en règle générale plutôt des aides temporaires puisqu'elles sont limitées dans le mois sur une durée donc de 3 mois maximum, et que le montant qui est attribué par la RDH est aussi plafonné à 1 800 € maximum. Donc ça reste quand même un dispositif plutôt assez ciblé et qu'on ne peut pas solliciter une fois le retour à domicile fait. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui s'initie avant la sortie d'hospitalisation. Donc, on saisit un évaluateur auprès de la CNAV. Donc, selon les secteurs géographiques, les évaluateurs ne sont pas toujours les mêmes. Cet évaluateur fait, comme pour le dispositif de l'APA, une visite à domicile pour évaluer la situation de la personne. En règle générale, la visite à domicile se fait quand même dans un laps de temps très très court suite à la saisie de l'évaluateur. Et donc est établi un plan d'aide que la personne évidemment valide, avec ensuite le financement des aides qui seront ciblées dans ce plan d'aide. Donc la RDH, elle, n'est pas cumulable avec l'APA et elle n'est pas cumulable non plus avec la PCH. Si Valérie, par exemple, une personne à domicile, moi j'ai déjà vu des situations où la personne à domicile se montrait sous son meilleur jour et l'évaluation était un petit peu faussée finalement, parce que la personne disait bah, finalement oui, il n'y a pas de problème, mon logement me convient très bien, et les aidants se rendent compte qu'après l'évaluation représentait pas vraiment la réalité. Qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller sur cette partie-là justement? Alors, c'est vraiment une des raisons pour lesquelles on mène un accompagnement social. C'est-à-dire qu'effectivement, lorsque l'on met un plan d'aide en place, quel qu'il soit, quel que soit le dispositif duquel il relève, il faut évidemment avoir l'accord de la personne. C'est-à-dire qu'il faut tenir compte de la situation dans laquelle elle se trouve, quelles sont ses limites, quelles sont sa capacité à pouvoir accepter que ce plan d'aide se mette en place, quelle que soit la nature du plan d'aide, hein, que ce se traduise par de l'aide humaine ou par de l'aide technique. Et effectivement, ça m'est arrivé à maintes reprises de tricoter la mise en place d'un dispositif, d'avoir des interlocuteurs qui se déplacent à domicile d'une personne, et une fois au domicile, la personne dit que tout va bien. Ouais. Donc, c'est très compliqué d'arriver. D'abord, ce sont des dispositifs qui ne se saisissent qu'à partir, encore une fois, d'une fois qu'on a l'adhésion de la personne qui est concernée par ce dispositif. On ne peut pas l'y contraindre.
Et le dispositif ne peut pas se mettre en place si la personne n'est pas demandeuse. D'où la nécessité de cet accompagnement au préalable, c'est-à-dire qu'on ne saisit pas un dispositif, j'allais dire, comme n'importe quelle aide technique. C'est vraiment un outil à la disposition de l'accompagnement social. Donc après, ça n'empêche pas que si effectivement des aidants ou ce tiers lui-même par la suite se dit ou réalise que effectivement le maintien à domicile est compliqué en l'état et qu'il faut qu'il y ait des adaptations qui se mettent en place, il puisse ressaisir là aussi un accompagnement social qui réajustera des actions et ressaisira des dispositifs de mise en œuvre. D'accord, oui, on peut faire une demande. Après, si on est aidant, j'imagine, j'ai fait cette demande pour mon parent, j'étais pas disponible le jour de l'évaluation. Est-ce que tu conseillerais peut-être d'être présent aussi avec la personne, avec son proche, pour, Alors, en règle générale, quand la personne qui est concernée par cette adaptation et peut être accompagnée d'un tiers, que ce soit un tiers amical ou un tiers familial, oui, c'est bien qu'il y ait quelqu'un effectivement qui soit là. D'autant si on sent que dans le plan d'aide qui peut être mis en place et les dispositifs qui en découlent, il y a une hésitation, en tout cas une incertitude dans la mise en place de ce plan d'aide. C'est bien qu'il puisse y avoir un tiers qui puisse soutenir ce qui ensuite va être proposé et mis en place. Oui. D'accord. C'est pas inintéressant, oui. Très bien. Bah, merci beaucoup. Et c'est quelque chose que tu fais toi également, d'être présente sur, certaines, avec les personnes que tu accompagnes socialement, lors de Oui. ces rendez-vous? Oui, oui, complètement. C'est ce que moi je mène au cabinet Imago, c'est effectivement un accompagnement social global. Ouais. Donc j'accompagne les personnes dans toutes les démarches qui seront les leurs. Et donc effectivement, le fait d'être présent à ces moments-là précis, oui, ça peut faire partie de ma mission. Très bien, merci. Voilà, ensuite un deuxième volet donc, qui est lui, on va dire un petit peu plus élargi au niveau de la CNAV, qui s'appelle donc le volet Bien vieillir, et d'ailleurs dont le dossier s'intitule Bien vieillir chez soi, et qui lui est un petit peu plus élargi puisqu'il n'est pas que ciblé sur des personnes qui sortent d'hospitalisation. Donc ça concerne évidemment les retraités de la CNAV. Alors quand je dis les retraités de la CNAV, c'est-à-dire qui ont leur retraite, ils peuvent avoir d'autres retraites, mais qui ont leur retraite principale rattachée à la CNAV. Même s'ils n'ont pas que la CNAV, l'essentiel étant que leur retraite principale soit rattachée à la CNAV. Avoir plus de 55 ans, et puis évidemment rencontrer des difficultés dans la gestion de leur vie quotidienne, que ce soit des difficultés propres à leur environnement ou propres à leur quotidien. Et avoir donc pour résidence leur lieu d'habitation, une résidence principale. Ça ne fonctionnerait pas pour une résidence secondaire, par exemple. Donc ça cible évidemment l'aide humaine, ça a toujours, hein, tous les dispositifs ciblent évidemment l'aide humaine. Ça cible l'achat de petits matériels, donc réhausseurs de toilettes, sièges de douche, barres d'appui, tout ce qui est aide à l'habitat, donc travaux d'aménagement qui sont un petit peu plus conséquents, remplacement du chauffage, isolation, revêtement du sol, accessibilité au logement et bien d'autres. En termes d'aide humaine, Valérie, qu'est-ce que ça signifie une aide humaine? Alors, il y a 2 types d'aide humaine. Je vais le dire à peu près comme ça pour simplifier les choses, bien que ce soit encore un peu plus large. Mais il y a toutes les aides humaines qui concernent le maintien, enfin en tout cas l'organisation du lieu de vie, donc tout ce qui est aide au ménage, repassage, courses, voilà, c'est l'entretien du lieu de vie. Et puis l'aide humaine qui est plutôt ciblée sur des gestes plus intimes, comme l'aide au transfert, l'aide à l'habillage, déshabillage, l'aide à la toilette, voilà, l'aide à la personne en fait. L'aide humaine se distingue sur l'environnement ou l'aide à la personne elle-même. D'accord, très bien. Donc comment? Bon, là évidemment c'est toujours les mêmes articulations. Donc constituer un dossier qu'on enverra, enfin qui t'a envoyé
à la caisse régionale d'assurance vieillesse. Donc là, c'est évidemment sectorisé. Il y a un évaluateur, tout comme l'APA, tout comme les autres dispositifs, qui se rend au domicile de la personne pour évaluer le plan d'aide initialement proposé et les besoins de la personne. Parce qu'il y a peut-être des choses qui sont proposées dans le dossier, mais qui, une fois que l'évaluateur vient, sont à réajuster. Et donc, le plan d'aide formulé, le dossier est étudié, et donc ensuite, le plan d'aide est accordé par la CNAV. En termes de montant, je ne me rends pas compte qu'est-ce que ça peut représenter sur des adaptations du matériel. Est-ce que ça va être des montants importants Alors, sur l'aide de la CNAV, oui, ça peut être plus important. On voyait tout à l'heure que sur la RDH, on était limité à 1 800 €. Globalement, sur la caisse de retraite, on peut quand même mettre jusqu'à 3 000, 3 500 €. D'accord. Oui, donc ça reste c'est des montants importants qui peuvent permettre de faire des travaux intéressants, type refaire, changer une baignoire en douche, ce genre de choses. Ça peut être ce type de Oui, projet. oui, tout à fait. Alors après, bon, je ne connais pas toute la tarification Oui, bien sûr. de ces aménagements, mais j'imagine que oui, ça pourrait effectivement comporter quand même des aménagements assez conséquents, ce qui est déjà pas mal. Après, au-delà de ça, là c'est pareil, on peut envisager d'autres pistes, mais d'autant plus que là, pour le coup, bon, la CNAV, elle, n'est pas cumulable avec les autres dispositifs que j'ai cités préalablement, mais par contre, elle pourra l'être avec ceux que je vais citer après. D'accord. Donc on peut effectivement imaginer d'avoir un de ces dispositifs, plus les dispositifs que tu présentes juste après. Ouais. D'accord, Ouais. très bien. Il y a Catherine qui nous demande: le dossier à la caisse régionale, il est instruit par qui Par la caisse elle-même. Donc ça va être en région parisienne, je sais que nous c'est la CNAV, et en région c'est les CARSAT, hein, c'est bien ça C'est ça, exactement. C'est-à-dire, après, ça va dépendre de la caisse de retraite des personnes qui sollicitent, mais en règle générale, oui, c'est ça, ce sont les CARSAT. Les CARSAT. Et on a Constance qui nous pose une question: est-ce qu'il est possible de faire les travaux chez soi et ensuite faire la demande financière, d'aide financière? Alors, il y a certains dispositifs qui, eux, vont évaluer, comment dire, certains dispositifs qui vont financer sur facture. D'accord. Mmh. Donc oui, il y a effectivement des travaux qui devront être faits, enfin non, oui, qui devront être faits, mais qui vont être payés directement à l'entrepreneur qui les fait. D'accord, mais peut-être pas pour des dispositifs dont on vient de parler, comme la CNAV, par exemple, qui ont besoin, pour lesquels il faut avoir un accord et ensuite on peut faire les travaux. J'imagine que ceux-là. Non, non. Il faut d'abord avoir l'accord, évidemment. D'accord. Il ne faut pas se lancer dans la constitution d'un dossier avec, je veux dire, dans le financement de travaux. Voilà, non, ça, il faut avoir l'accord de la CNAV quand même. D'accord. Ouais, donc pour ces aides-là, on fait la demande et ensuite, on va pouvoir, effectivement, faire les travaux s'il y a accord, et le financement. On a une question qui est revenue aussi, la retraite principale, est-ce que c'est, la plus grosse retraite en termes de montant, ou est-ce que c'est la retraite, parce que je sais qu'il y a retraite principale et retraite complémentaire. Alors il y a un débat là sur le forum, à ce sujet. Oui, alors non, la retraite principale, c'est effectivement la plus grosse retraite versée. D'accord, donc mais alors moi j'ai déjà vu des situations où la CNAV n'était pas très importante, mais où il y avait par exemple la G2R, la mondiale, ou des structures comme ça qui finançaient. Oui, la G2R, c'est la complémentaire. Et Ah la voilà, complémentaire d'accord. ne rentre pas en ligne de compte. Là, on parle de retraite principale et on parle de retraite, ce qu'on appelle la retraite de base en fait. C'est-à-dire qu'il y a effectivement une retraite versée qui est la retraite de base, viennent après des retraites complémentaires qui peuvent être plus ou moins conséquentes en fonction du métier exercé, en fonction des cotisations, enfin voilà, de tout ce qui structure le parcours professionnel. Mais on ne tient pas compte des retraites complémentaires. Là, lorsque je parle des retraites principales, c'est vraiment la plus grosse retraite
il faut que ce soit celle de la CNAV en tout cas. D'accord. Oui, c'est CNAV il me semble que c'est CNAV, MSA et RSI, hein, je crois, les retraites de base qui sont en France pour les différents métiers. Il me semble que c'est ça, mais après. Oui, c'est ça. C'est ça. Ok, très bien. Donc, si vous avez une retraite de base qui est soit la CNAV, la MSA, c'est la plus grosse des deux qui va être celle qui va pouvoir accompagner effectivement. Donc, oui, on nous dit il peut y avoir la CNRACL complètement. Donc celle-là, je l'ai oubliée. Effectivement, ça doit être dans la fonction publique. Par contre, si vous avez une très grosse retraite, par exemple chez Malakoff Humanis ou ce type de structure, donc qui est l'Agir Carco, alors là, on rentre quand même dans des choses plus complexes. On vous l'avait dit ce matin, c'est vraiment dense. Effectivement, celles-ci, elles ne sont pas prises en compte pour déterminer si la CNAV va pouvoir Ah non, ça n'a rien à voir. Ce sont intervenir. des caisses de retraite complémentaires qui sont Très bien. indépendantes de la CNAV. Il n'y a pas de corrélation entre les deux. Il faut simplement que la personne qui sollicite, ou alors soit elle en dépend parce qu'effectivement, elle est retraitée de la CNAV et que la retraite qu'elle perçoit de la CNAV, c'est sa retraite principale, donc sa retraite la plus importante, soit elle ne relève pas de ce dispositif et à ce moment-là, on en saisit un autre. Oui, bien sûr. Mais effectivement, là, je vois plein de messages. Il y a tout ce qui est effectivement les régimes spéciaux de la RATP, ce genre de choses. Donc, si votre retraite de base est la CNAV, dans ces cas-là, vous pouvez demander ces dispositifs. C'est quand même une grande partie des personnes, j'imagine, qui ont comme retraite CNAV ou CARSAT. Oui, c'est une majorité. Une majorité. D'accord. C'est quand même une majorité. Après, effectivement, il y a des cas particuliers. C'est-à-dire que Oui. quand on a des caisses de retraite un peu plus spécifiques, on peut aussi s'adresser directement à ces caisses de retraite-là. Hein. Il y a Très pas bien. de... Moi, là, je vous décris ce qui existe de façon globale et générale. Mais effectivement, quand il y a d'autres caisses de retraite, il y en existe d'autres de la CNAV, vous en avez cité une tout à l'heure, elles peuvent être aussi sollicitées sur ce type d'aide. Très bien, faut pas hésiter. C'est vrai que là, on parle de manière générale parce que sinon, on n'en aurait pas fini. Là, on nous parle de la caisse pour les anciens marins, par exemple, Ouais, des choses comme ça, mais et chaque caisse doit avoir ses aides financières possibles aussi, j'imagine. exactement. C'est-à-dire qu'en règle générale, ce qui est commun quand même à toutes les caisses, c'est qu'elles ont, outre le fait de gérer, on va dire financièrement et administrativement les retraites, elles disposent quasiment toutes d'axes action sociale, c'est-à-dire tout ce Très qui bien. va être en termes d'aide, d'aide à domicile, d'aide en sortie d'hospitalisation, d'aide à l'aménagement. Alors après, elles ont peut-être des critères et qui varient avec des curseurs qui ne sont peut-être pas positionnés tous au même endroit, mais globalement, elles disposent toutes de ces axes-là. Super. Bah, merci beaucoup pour ces précisions. Voilà. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est un dispositif qui, là encore, est non cumulable ni avec l'APA ni avec la PCH. Donc, CNAV, on comprend que Conseil général, CNAV et MDPH sont des dispositifs qui sont saisissables indépendamment les uns des autres, mais qui ne sont pas cumulables entre eux. Alors, un dispositif qui existe et qui, lui, par contre, a une passerelle directe, on va dire, avec la CNAV, c'est l'AMA, qui propose un dispositif qui s'appelle Habiter Facile, qui est tant dédié aux personnes âgées via justement cette passerelle du dispositif Bien vieillir de la CNAV, que également dédié aux personnes handicapées via le dispositif de la MDPH. Donc, pour qui? Donc, pour des personnes qui sont reconnues handicapées ou des personnes retraitées, vivre évidemment dans son logement et ou en être propriétaire. Donc, il faut qu'en tout cas, le logement soit la résidence principale, c'est-à-dire, encore une fois, n'est pas concerné les logements dits de résidence secondaire. Ce sont des logements, en tout cas au moment où le dossier est constitué, ce sont des logements qui sont occupés depuis plus de 15 ans, sous conditions de ressources,
Et là, je vais vous l'expliquer aussi un petit peu après parce que les conditions de ressources, il y a 2 critères, les revenus très modestes et les revenus modestes. Et puis, évidemment, avec la limite du montant des travaux qui, lui, reste plafonné. Alors, pourquoi pour des travaux d'aménagement, pour des travaux d'adaptation, remplacement de baignoire, monte-escalier. Et par contre, là, il y a un seuil, il y a un plafond, mais il y a aussi un seuil. Et les travaux, eux, ne doivent pas être inférieurs à 1 500 €. Donc là, ça concerne, on entend aussi dans ce dispositif que ça concerne évidemment des travaux qui sont beaucoup plus conséquents que ceux, par contre, que j'ai pu vous présenter comme dans le dispositif de la RDH de la CNAF. Valérie, on a Oui. Aurélie qui nous dit que le logement, a priori, sur l'ANA, ça serait un logement qui serait construit depuis plus de 15 ans. Alors, Aurélie est bailleur, c'est pas occupé, mais construit il y a plus de 15 ans. Est-ce que c'est quelque chose qui te dit quelque chose? C'est possible. Moi, j'avais cette notion d'occupation, mais D'accord, a priori, c'est pas une notion d'occupation, ça serait une notion de construction, bon, qui finalement revient au même, mais effectivement, c'est une précision qui est intéressante. Non, c'est tout à fait possible. Très bien. Donc, c'est un dossier qu'il faut adresser, qu'il faut constituer, adresser et qui sera traité par la DRIL, qui est donc la direction régionale du logement, de l'habitat et du logement. Alors oui, je reviens quand même juste sur, parce que je vous ai dit que je ne l'ai pas mis, dans les slides, mais je vous parlais tout à l'heure quand je vous disais que c'était soumis aux conditions de ressources. Ça me paraît quand même important de vous donner au moins ne serait-ce que quelques chiffres. Donc les conditions de ressources, il y a 2 catégories, ce qu'on appelle les ressources très modestes et les ressources modestes. Donc les ressources très modestes, je vous donne un exemple, hein, mais à titre indicatif, pour un couple situé en région parisienne, donc 2 personnes à domicile, les ressources très modestes sont plafonnées à 30 000 € sur l'année. Et donc, dans le cas de ressources très modestes, peuvent être pris en charge 50% du montant total des travaux hors taxes, dans une limite maximum de 10 000 €. Et pour les ressources modestes, donc qui, elles, là, pareil, pour un couple situé en Île-de-France, le plafond est situé à 36 000 € à peu près. Je ne vous dis pas le chiffre exact, hein, c'est à la louche. 36 000 € et l'aide qui peut être attribuée donc est de 35% du montant total des travaux hors taxes dans une limite maximum de 7 000 €. Voilà, pour que vous ayez à peu près une idée plus précise. Et j'imagine que chaque organisme a un petit peu ses plafonds différents, il n'y a pas de règles là-dessus. Hein, ouais. Non, c'est de toute façon, on voit bien, hein, il y a des dispositifs qui ont des attributions d'aide qui sont très différentes. La CNAV, on est plafonné à 3 000, 3 500, la RDH, c'est 1 008. Voilà, ça reste des montants indépendamment de chaque dispositif très différents. Bien sûr. Un autre dispositif aussi qui peut être qu'on peut également solliciter, c'est celui de l'Action Logement. Donc, qui va cibler. Alors, c'est une subvention là pour le coup qui a un plafond maximum donc de 5 000 €, qui est destiné donc aux retraités du secteur privé de plus de 70 ans. Aux salariés ou aux retraités du secteur privé de plus de 60 ans avec un GIR de 1 à 4. Donc, on se souvient que le GIR de 1 à 4, ça concerne plutôt des personnes qui ont une perte d'autonomie
on va dire, en tout cas marquée, mais en tout cas s'installant dans le temps, ou ayant un parent de plus de 70 ans, toujours avec un GIR de 1 à 4, qui est hébergé chez un descendant qui, lui, est salarié du secteur privé. Être propriétaire bailleur dont le locataire correspond à l'un des 2 premiers profils. Et c'est évidemment soumis à conditions de ressources. On a eu une question, Valérie, sur l'ANA. Est-ce que justement, ça peut être les bailleurs sociaux? Parce que donc c'est Laurence qui nous demandait, est-ce qu'elle pensait que ça finançait que les propriétaires privés, l'ANA? Est-ce que les bailleurs sociaux y ont le droit également? Ça, une grande question, là, j'avoue que. Est-ce qu'on a la réponse? Alors Aurélie nous dit que ça serait que le privé, l'ANA. Bon, alors merci à l'équipe. J'ai pas du tout cet élément-là sur les bailleurs. Sur les bailleurs. Ouais, sur les bailleurs, effectivement, c'est un cas. Non. Je vais dans le même sens qu'Aurélie. Très bien. Oui, Aurélie qui est bailleur qui nous dit effectivement, c'est cela. Et pour Action Logement, est-ce que ça serait donc que les logements privés aussi, des propriétaires, tac. Donc ça serait que des logements privés aussi pour l'ANA, c'est bien ça? Pour l'action Action Logement, c'est pareil? Pas les bailleurs. Ouais. Non, j'ai pas de notion de bailleur non plus. Ouais, ça serait à peu près ça. Après, effectivement, à revoir. Et Charlotte nous dit c'est que pour les privés aussi. Ok, bon, on est bon là-dessus. Après, il y a des choses qui évoluent. Hein. C'est pas. C'est vrai aussi. Il y a peut-être des choses qui évolueront et qui concerneront à un moment donné les bailleurs sociaux. C'est pas totalement improbable, mais pas à l'heure actuelle. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, sur notamment la CNAV, en Île-de-France, je sais qu'ils mettent beaucoup en place des partenariats avec les bailleurs pour pouvoir adapter les logements sur des réhabilitations, des choses comme ça. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant de pouvoir contacter, si vous êtes bailleur, peut-être contacter l'action sociale des caisses de retraite aussi, des grosses caisses de retraite, pour pouvoir peut-être mettre en place des partenariats ou ces structures. Ça peut être intéressant, je pense. Alors ça fonctionne ça fonctionne pas mal aussi avec la MDPH, hein, par contre. Ah, d'accord, très bien. Les bailleurs sociaux peuvent bénéficier, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais en tout cas, la MDPH, à travers la PCH, peut financer des adaptations du domicile, même si ce sont les domiciles gérés par des bailleurs sociaux. D'accord, très bien. Ça, c'est possible. Et d'ailleurs, dans le cas où l'adaptation du domicile dépasserait des plafonds, je ne sais plus, mais je crois qu'au niveau de la PCH, on ne doit pas être très loin des 10 000 euros. Là, par contre, il y aurait une possibilité aussi d'abord d'accompagner la personne sur l'accès à un logement qui soit adapté à sa problématique de santé. C'est un dispositif qui existe au sein de la MDPH et aussi l'aide au déménagement. Oui, complètement. Ok, très bien. Merci beaucoup. Voilà. Donc, pourquoi? Alors, le projet, lui, doit porter sur au moins l'une de ces 3 opérations. Donc, la fourniture et pose de douche ou solution carrelée plus robinetterie. La fourniture plus pose d'un lavabo pour personnes à mobilité réduite. Fourniture plus pose d'un WC rehaussé et barre d'appui ergonomique. Donc, il faut au moins que l'une de ces 3 opérations soit proposée dans le projet d'adaptation du domicile. Pour que ça puisse être pris en charge, pour que le dispositif puisse être sollicité. Mais peuvent être aussi financés en complément, fourniture, parois de douche, barre d'appui, siège de douche, revêtement de sol et murs, réfection électrique, éclairage de sécurité et autres. Donc, il peut y avoir un complément, mais
principalement, ça doit quand même être basé sur les 3 premiers points. Ah. Ça ne bouge plus. Non. Bon, je vais peut-être en profiter pour poser. Ah non, c'est. Ah, bon, ça fait comme la dernière fois, j'ai l'impression. Voilà, parfait. Alors, comment il faut justifier de l'intervention d'un opérateur d'assistance à maîtrise d'ouvrage? Donc là aussi, ça reste un terme un petit peu technique. Peut-être simplement dire que cet assistant, lui, est missionné pour la réalisation de ces travaux. Qu'en règle générale, les assistants, ce sont des organismes qui sont habilités par l'ANA, qui exercent dans une activité d'ingénierie sociale, financière et technique, et que ce sont des professionnels, ça peut être aussi des professionnels pour l'accessibilité aux personnes handicapées. Donc il faut que, en tout cas, ces assistants, eux, soient saisis sur l'intervention en tout cas sur le projet d'adaptation. Il y a un versement de fonds qui, lui, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est sur facture, mais facture de moins de 3 mois. Donc si vous montez le projet, la réalisation du projet en elle-même, elle ne peut pas se faire l'année suivante. Et donc les travaux, eux, doivent être réalisés dans un délai de 12 mois. Et en termes, on a une question là sur la demande à Action Logement. Comment ça se passe concrètement pour faire une demande à Action Logement Alors, soit on passe directement via son entreprise. D'accord. Donc ça peut être, parce que selon le cas de figure dans lequel on se trouve, hein, puisqu'il y a différentes conditions pour pouvoir y accéder, soit on passe directement par son entreprise en saisissant soit le comité d'entreprise, soit le service des ressources humaines, ou un service social du travail si l'entreprise en a un, soit solliciter un service social, comme le cabinet Imago par exemple. D'accord, donc c'est vraiment, ça passe, parce que là on a beaucoup de retraités, donc ça passe vraiment par le service social, effectivement, de sa ville. Alors Charlotte nous dit aussi, on peut aller sur le site Action Logement aussi également pour pouvoir faire une demande finalement directement. Oui. Alors, évidemment, c'est tout à fait possible. Après, en fonction des spécificités du dossier à monter et de chaque situation, moi, je conseille toujours d'être accompagnée parce que Ouais, bien sûr. c'est quand même beaucoup plus simple, tant dans la mise, enfin, dans comment dire, la conceptualisation du projet, tant dans ensuite le montage du dossier. Enfin, voilà. Après, il y a un interlocuteur à Action Logement qui gérera et répondra selon l'évolution du dossier. Oui, mais effectivement, d'aller directement à Action Logement, on a le risque de se retrouver avec voilà, des démarches un peu complexes. Donc, ça peut être une assistante sociale libérale comme toi, ou de ville, ou enfin voilà, ou effectivement d'entreprise. J'ai une question de Laurence aussi sur les installations de rails de transfert. Est-ce que tu sais si ça rentre dans une des listes pour Action Logement notamment Ah, alors là, ça rentre sur un aspect plus technique pour moi. Oui. Mais on n'a peut-être pas la réponse tout de suite. Bon, si quelqu'un a la réponse tout de suite, n'hésitez pas. Mais effectivement, et ce que nous disait Laurence également, si vous faites ce type de travaux chez un bailleur, effectivement, si vous êtes locataire, il faut en parler avec son bailleur. Ça, c'est sûr que c'est quand même... De toute façon, à partir du moment où on est locataire de son logement, quelle que soit l'adaptation qu'on va faire au sein du logement, il faut que le propriétaire en soit informé, que le propriétaire soit une personne privée, donc c'est un logement privé, ou public. Effectivement, de toute façon, il faut toujours l'accord. D'accord. On a une question de Ribérol. Un accompagnement social par un cabinet comme Imago, quel est le coût? Parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément d'idée là-dessus. Alors, est-ce que c'est possible de le dire, hein, après
Oui, oui, c'est tout à fait possible de le dire, je m'en cache absolument pas. Le cabinet Imago propose un accompagnement qui est facturé à la consultation, Mm. au même titre qu'une consultation d'ostéopathe ou de psychologue. Donc cette consultation, en fait, elle va concerner un accompagnement social, donc le temps évidemment de l'évaluation de la situation, de la pose du diagnostic et les démarches qui vont suivre. Donc c'est un package en fait. Donc ce qui est facturé, c'est uniquement le temps de la consultation et la consultation est à 65 €. D'accord, très bien. Donc ce temps, de consultation, ça peut être pour, évaluer quelles aides peuvent être disponibles, faire un point avec la personne. Exactement, c'est-à-dire qu'on fait une évaluation. On est dans la phase d'écoute psychosociale, donc on évalue la situation de façon très globale. On pose un diagnostic, on détermine des actions, certaines qui peuvent être menées par la personne elle-même, d'autres uniquement par moi, et puis d'autres conjointement. Et en fonction des cibles et des actions à mener, ben moi, je vais entamer ensuite toutes les démarches qui vont être nécessaires pour ça. Que ce soit la constitution de dossiers techniques, administratifs, que ce soit la rédaction de courriers ou de rapports sociaux. Très bien. Donc Voilà. c'est vrai que tous ces là, alors je sais pas sur ta présentation s'il te reste, une slide, je crois, il me semble? J'arrive au bout. C'était voilà, juste pour vous dire que donc le dossier, lui, d'Action Logement était cumulable avec tous les autres dispositifs que j'avais cités précédemment, et notamment donc celui du Conseil général, de la CNAV et évidemment de l'ANA. Oui, donc faut pas hésiter à le demander parce que ce dispositif, qui représente quand même, une subvention jusqu'à 5 000 € peut être, intéressant. Et ce que nous dit aussi, Aurélie, c'est qu'il y a certains bailleurs qui peuvent aussi a priori financer, l'adaptation du logement. Alors j'imagine plutôt côté bailleurs sociaux, mais apporter aussi leur aide financière à l'adaptation du logement. Donc ça peut être, aussi de se dire: «Quand je préviens mon bailleur, peut-être qu'ils peuvent intervenir, aussi là-dessus». Je sais Oui, ouais. alors effectivement, il y a un dispositif aussi que moi je n'ai pas cité, mais parce que d'abord il est multiple, c'est celui des mutuelles. Ah oui. Parce qu'il y a des mutuelles qui aussi disposent. Alors, chaque mutuelle est très différente et il y en a plus de 1000 en totalité. Donc, certaines, beaucoup, on dispose aussi d'un axe Action Logement. Et à travers cet axe, que ce soit en sortie d'hospitalisation, que ce soit à domicile, sur un changement de situation, il est tout à fait possible aussi de les solliciter. Alors après, là aussi, c'est très difficile d'avoir une ligne conductrice pour chaque mutuelle, puisque là, elles sont, pour le coup, ce sont des organismes privés. Donc voilà, chacun organise ça comme ils l'entendent, mais peuvent attribuer soit une aide financière, soit une aide à domicile. Enfin voilà, on peut aussi jouer là-dessus. Très bien. Donc moi, ce que je retiens, c'est que quand même, il y a un nombre très, très important de structures qui peuvent intervenir sur le financement de l'adaptation du logement et Oui, qu'une des clés, c'est quand même d'être accompagné par une structure, sociale, quelle qu'elle soit, mais par une personne qui a les connaissances. Parce qu'on l'a vu là en 1 heure, on ne peut pas tout connaître et c'est quand même assez vaste. Donc ça reste quand même une des clés pour y arriver. oui. Aurélie nous demande, sur quelle région est-ce que tu travailles, ton cabinet, travaille? Sur l'Île-de-France principalement. D'accord. Voilà, sur l'Île-de-France. Après, je n'exclus pas de pouvoir intervenir ailleurs. Ça sera pas forcément en présentiel, mais ça peut se faire au moins en visioconférence dans un premier temps. D'accord, très bien. Pauline nous demande: «Est-ce qu'il y a une aide pour changer des volets?» Alors j'imagine pour, Oui, passer à des volets roulants, par exemple, plus pratique. oui, oui, mais d'ailleurs, en fait, ça peut rentrer dans ces dispositifs-là. C'est-à-dire Ah que, très bien. voilà, moi j'ai parlé essentiellement de l'adaptation au logement, ça peut être ça, par exemple. Ouais. Mmh. Au niveau de l'ANA aussi, je crois alors je ne sais plus si au niveau de la CNAV ça rentre, mais alors par contre, il faut que ça puisse être justifié. Hein, on ne change pas de volet pour un, comment dire, en termes de confort. Hein, c'est pas Ouais. juste une
situation de confort. Il faut que ça rentre aussi dans un dispositif. Et d'ailleurs, on l'a vu, la plupart des dispositifs qui existent sont ciblés et tablent sur une situation, une problématique de santé. Donc, il faut que voilà, ça puisse être justifié, quoi. Oui, 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 qu'il y ait une justification médicale, ce genre de choses. Très bien. Ouais. Laurence nous dit effectivement, généralement, nous prenons en charge la motorisation des volets avec certificat médical. Très bien. Eh bien, superbe. Parfait. Écoutez, je crois qu'on n'a pas d'autres questions, en tout cas pas que je vois. Et puis on a fini notre temps. Valérie, c'était extrêmement précis. Merci beaucoup. Merci. Voilà, un sujet très très dense. Tu as réussi à condenser tout ça. Je sais que pour tous, c'est pas forcément évident de tout suivre. On avait des professionnels qui sont plus habitués, des retraités un petit peu moins, mais et encore, j'ai vu qu'il y avait plein de retraités qui suivaient, qui étaient très à l'aise avec tout ça. Donc vraiment, merci pour votre écoute. Et puis, à suivre. Pourquoi à suivre? Parce que on continue. Hein. Alors, un sujet un petit peu différent la semaine prochaine. Donc, jeudi prochain à 10h30, on va trier et classer les documents de santé. Donc, avec Estelle de Familizen que certains connaissent déjà. Donc là, la semaine prochaine, c'est trier ces documents de santé et je pense que on va avoir du boulot. Hein. Je pense qu'elle va nous mettre au boulot. Donc, si vous voulez, vous pouvez cliquer sur le lien qui est go.movadom.com/inscription-senior et vous inscrire. Et puis, si vous voulez inscrire des amis, des proches à notre livre de diffusion, c'est sur movadom.com. Donc, je vous invite à répondre à notre questionnaire satisfaction. C'est aussi pour nos financeurs qui ont besoin de savoir un petit peu combien de personnes ont participé et puis votre satisfaction surtout qui est très importante pour nous. Donc, vous pouvez cliquer sur le lien qui s'affiche sur le petit icône cliquer ici sur cette slide, donc en dessous de questionnaire satisfaction. Je vous ai mis également toutes nos coordonnées. Donc, vous avez les coordonnées de Movadom, de Valérie Morin du cabinet Imago, que vous avez entendu aujourd'hui, de Constance d'Adapsia, que vous avez entendu au début de cette conférence. Donc, vous avez justement Noëlla qui nous demandait son téléphone portable, son mail. Donc, vous avez tout ce qu'il faut. Et puis, les coordonnées aussi de Pascal Macias, qui est dans l'Allier, s'il y a des retraités dans l'Allier. Donc, je vous remercie à tous et vous souhaite une très bonne journée.